Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Les habitants d'Amadi Ounaré dans le département de Kanel dénoncent le manque de transparence et d'information de la part des autorités sur le paiement des impasses liées à l'extinction minière de la Somiva. Ces habitants mettent en garde les autorités, se disent d'ailleurs dessus du gouvernement en place. Dans cette édition également, nous allons parler donc des problèmes des postiers. Retenez que les postiers du Sénégal ont réagi après ces jours de tension au niveau de la poste. Ces derniers estiment que les autorités doivent prendre les mesures nécessaires. L'Assemblée des amicales, donc les diplômés des écoles de poste, s'est déroulée avec des discussions autour du développement du secteur postal. Ils invitent l'État à faire des investissements restructurants et la diversification des offres pour sortir la poste sénégalaise de la crise actuelle. Et puis à Nioro, le combat contre la transmission du VIH est en train de donner de très bons résultats. La transmission mère à l'enfant a déjà été éradiquée selon les autorités sanitaires. Mais prudence car la zone est une zone frontalière. La vigilance est donc de mise. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Nous nous rendons dans le département de Kanel, notamment à Amadi Ounaré, où les habitants dénoncent l'absence de transparence et d'information de la part des autorités sur le paiement des impasses liées à l'extinction minière de la Somiva. Elles mettent en garde les autorités et se disent déçues du comportement du nouveau régime par rapport à la gestion de cette situation. Amadou Mardialou. Le paiement des impasses liés à l'extension minière de la Somiva divise les impactés de la zone minière. Considérée comme l'épicentre de l'exploitation des phosphates, les populations de Amadi Ounaré dénoncent ce qu'elles appellent l'absence de transparence et d'information de la part des autorités. Ils ont payé les impasses aux impactés. Et nous, la société civile, nous n'avons pas l'information, le nombre des impactés recensés. Ça, c'est un. On ne connaît pas la liste, le nombre. Deuxièmement, nous ne savons pas sur quels critères ils se sont basés pour faire la clé de répartition de ces impasses. Déçus du comportement du nouveau régime, ces populations de Amadou Ounaré lancent un appel et alertent les autorités. En tout cas, moi personnellement, avec toute l'association qui m'accompagne et la population d'Amadou Ounaré, nous sommes déçus pour le nouveau régime. Parce que nous, on avait vraiment l'espoir total qu'avec leur arrivée, beaucoup de choses vont changer. Donc nous lançons un appel solennel au président de la République, au ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Birame Souleye Diop. La décision qu'il avait prise auparavant et ce qu'on voit sur le terrain, c'est diamétralement opposé. Donc nous, à Amadou Ounaré, la commune d'Amadou Ounaré, nous avons pris le bras le corps. Le jour que la société va descendre sur nos terres pour exploitation, tout ce qui va arriver, ce sont ces autorités qui sont responsables de ce qui va arriver. Cette étape marquant le paiement des impasses dans la zone minière pourrait créer des tensions internes au sein des populations des différentes communes impactées si le ministre de tutelle tarde à réagir. La Fédération nationale des étudiants du Sénégal monte au créneau après la note publiée par le procureur de la République. Ces étudiants ont porté des démentis à la suite également de la vidéo projetée par le ministre de l'Intérieur. Ils estiment que la responsabilité incombe aux forces de défense et de sécurité. Ils menacent de perturber le système éducatif national si la lumière n'est pas faite. Après la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba, ces étudiants ont également réagi par rapport aux réformes annoncées sur le système de paiement des bourses. Selon eux, c'est le système lui-même
qu'il faut d'abord réformer. Maman Khalisnian et Mokhtar Seck. Le national des étudiants du Sénégal vient de faire face à la presse ici à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, une occasion saisie par ces étudiants pour apporter ce qu'ils appellent un démenti suite à la conférence de presse du gouvernement qui s'est prononcé sur les événements survenus à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le ministre a eu à dire que le campus social ne fait pas partie des franchises, des franchises et libertés universitaires. Donc cette loi-là ne doit pas s'appliquer dans les campus sociaux parce que ce campus est considéré comme un quartier de Dakar. Chose qui est illégale parce que c'est une interprétation biaisée de la loi elle-même, qui est une vieille loi, qui est antérieure à la création de beaucoup d'universités. C'est par rapport aux vidéos publiées par le ministre de l'Intérieur, qui veut insulter directement l'intelligence de toute la nation sénégalaise. Chose qu'on ne va pas accepter. Aujourd'hui, il est important que l'opinion comprenne que ce combat est l'un des plus légitimes et qu'aujourd'hui, on a constaté que les représentants des étudiants sont plus lucides que ces autorités qui sont censées nous gouverner. Lors de ce face-à-face avec la presse, les étudiants ont également averti en ces termes. Ils disent qu'il est impensable pour l'instant de toucher aux bourses des étudiants si certains préalables ne sont pas déjà réglés. J'interpelle les autorités qu'il y a des réformes d'abord à faire. Et si ces réformes ne sont pas faites, ils ne pourront jamais toucher les bourses des étudiants. Il faut qu'ils réforment d'abord le système LMD. Si le système LMD n'est pas réformé, il y aura toujours des problèmes de bourse. Si les chantiers universitaires ne sont pas livrés, il y aura toujours des problèmes de bourse. L'université Sine Saloum est la seule université qui, physiquement, ça n'existe pas. On n'a pas de campus pédagogique ni de campus social. On a des locaux provisoires. On fait des cours dans des restaurants du conseil départemental de Fatick. On fait des cours dans les CRFP. S'il y a les élèves maîtres qui doivent faire cours, les étudiants ne feront pas cours. En définitive, la Fédération nationale des étudiants du Sénégal dit à qui veut l'entendre qu'ils vont perturber carrément le système éducatif sénégalais si la lumière n'est pas faite sur la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba, mais également si les problèmes auxquels ils font face ne sont pas réglés. Parlons tout à fait d'autre chose. L'Assemblée générale de l'amicale des diplômés des écoles de poste s'est déroulée avec des discussions autour du développement du secteur postal. Les postiers invitent l'État à faire des investissements restructurants et la diversification des offres pour sortir de la poste sénégalaise de la crise. Voici les explications de Aliou Dem. Il est le président de l'amicale des diplômés des écoles de poste. Il est ici au micro de Babacar Seck. À notre logique de contribuer sur le plan scientifique par des échanges et des réflexions au développement du secteur postal et de la poste en particulier, nous avons décidé d'organiser en même temps un panel scientifique sur le thème « Les défis stratégiques de la poste dans le contexte de restructuration » pour permettre à des praticiens et à des experts d'échanger donc sur des sujets tels que le modèle économique, le capital humain et l'innovation, le rôle de l'innovation dans l'offre de services. Aujourd'hui, la Poste traverse une situation difficile et on peut même dire depuis plus d'une décennie. C'est des difficultés d'ordre logique, c'est des difficultés d'accès donc au financement, c'est également de la concurrence déloyale, pour ne citer que cela. Et face à ces difficultés-là, je pense que ce qui est clair, c'est que l'État doit avoir une vision beaucoup plus claire et partagée par tous les acteurs pour qu'on puisse faire des investissements restructurants afin donc de sortir la poste du gouffre auquel elle est.
Et puis retenez qu'à Guédiawaye, les enseignements et apprentissages donc, sont fortement perturbés à cause des grèves. Face à cette situation, parents d'élèves enseignants appellent au dialogue pour mettre fin à ces mouvements d'humeur. Selon eux, les véritables perdants dans cette histoire sont les élèves et s'inquiètent d'ailleurs sur les conséquences à long terme sur le niveau de ces apprenants. Voici ce micro-trottoir réalisé à Guédiawaye par Cheikh Maguette Mbaye. La situation est vraiment difficile. Il faut que les autorités puissent trouver une solution. Depuis le début de l'année, il y a des grèves à n'en plus finir. Cela ne peut pas continuer. Je demande à l'ensemble des acteurs du système éducatif de se réunir autour d'une table pour pouvoir discuter. Si l'État peut régler définitivement cette question, ça serait vraiment bien parce que là, c'est vraiment difficile. On ne peut pas chaque fois voir les enfants rentrer à la maison à cause des grèves. Cette situation, elle a perduré. Elle doit s'arrêter. Les acteurs doivent vraiment discuter entre eux pour trouver une solution par rapport à cette situation. C'est vraiment difficile. Vous voyez, certains enfants sont même délogés alors qu'ils n'en font pas partie. Ça perturbe le calendrier scolaire et cette situation est compliquée pour nous les parents. Depuis le début de l'année, nous constatons énormément de grèves et ça, c'est vraiment difficile. Je pense que les autorités doivent chercher une solution par rapport à cette situation. Déjà, surtout classe examen, c'est un programme de football. Avec cette situation, les élèves qui sont en classe d'examen seront les plus pénalisés parce qu'ils ne pourront pas atteindre le quantum horaire et cela va compliquer la tâche à ces candidats. Je préconise par exemple des cours de renforcement les lundis soirs ou même les mercredis pour pouvoir combler le gap des heures perdues parce que dans cette situation, il faudrait véritablement trouver une solution. Il y a même des élèves qui ont pris cette initiative, mais je pense qu'on doit faire en sorte que cela soit mis en place dans les écoles parce que là, c'est vraiment difficile. District sanitaire de Nioro-du-Rip affiche un taux de prévalence du VIH-Sida encourageant. Il est de 0,12% si la mobilité de population maintient la zone sous haute surveillance. Les efforts médicaux portent leurs fruits. La prise en charge des antirétroviraux se consolide et la transmission du virus de la mère à l'enfant est aujourd'hui maîtrisée selon les autorités sanitaires. Sekou Diallo et Astumbaye pour ce reportage. À Nioro-du-Rip, le combat contre le sida se mène sur deux fronts, celui de la mobilité transfrontalière et celui de la conscience communautaire. Dans ce district sanitaire au cœur du bassin arachidier, les chiffres parlent. Le taux de prévalence s'établit aujourd'hui à 0,12%. Si on prend le nombre de personnes qui sont dépistées ici, ça tourne autour de 600 patients. Rapporté à la population générale du district, cela nous fait environ 0,12% de prévalence. Pratiquement, c'est un taux qui est assez faible si on compare même par rapport au taux de prévalence au niveau national. Un chiffre bas, certes, mais qui cache des zones de vulnérabilité. Ici, la géographie dicte sa loi. La proximité immédiate de la frontière avec la Gambie et la multiplication des loumans, ces marchés hebdomadaires qui brassent des milliers de personnes, créent un terrain favorable à la circulation du virus. C'est vrai que le taux est assez faible, 0,12%. Mais il y a des zones chaudes par rapport au VIH. C'est-à-dire qu'il y a une disparité en tout cas de cette prévalence. Il y a des zones qui sont assez élevées par rapport au taux de VIH et des zones qui sont vraiment très faibles. Voilà, donc c'est une zone qui est frontalière avec les Gambies. C'est un peu problématique. En dehors de cela, même il y a la situation socio-démographique de Nioro. Vous savez, il y a pratiquement beaucoup d'événements qui drainent, en tout cas, qui drainent des populations. Avec ce brassage-là aussi, on ne sait pas. Pratiquement, si on prend le département de Nioro, chaque jour, il y a un marché hebdomadaire. Face à cette montée en puissance potentielle liée au flux de population, la riposte médicale, elle, ne faiblit pas. Les structures de santé de Nioro affichent des résultats porteurs d'espoir. La prise en charge par les antirétroviraux ARV est désormais bien ancrée. Les patients suivis retrouvent une vie sociale et économique normale, mais
La plus grande victoire du district se situe dans les maternités. La transmission mère-enfant est aujourd'hui maîtrisée. Naître à Nioro sans le virus, même de parents séropositifs, est devenu la norme. Et puis, un mot de politique dans cette édition. La Fédération, ou le Front plutôt, pour la défense de la démocratie et de la République, a rendu visite au Parti démocratique sénégalais. L'objectif, unir les deux entités autour de l'essentiel, faire face au régime actuel. Selon Alassane Cissé, membre du FDR, il est crucial que l'opposition s'unisse pour mettre fin, dit-il, aux dérives du pouvoir en place. Alassane Cissé est joint par iRadio. Vous savez, le FDR avait décidé d'aller rencontrer ses partenaires naturels qui sont dans l'opposition pour qu'il y ait une dynamique d'unité de l'opposition. Parce que nous avons vu qu'on ne peut pas se battre séparément contre ce régime et qu'il fallait une unité d'action de toute l'opposition pour battre ce régime. Alors c'est dans ce sens qu'il faut comprendre les rencontres pour faire revenir nos partenaires naturels dans le FDR, d'autant plus que la plupart ont été des signataires du FDR. C'est pourquoi nous avons pris notre bâton de pèlerin de contacter et d'aller vers ces partenaires, que sont les partis d'opposition. D'écouter les explications de Alassane Cissé. Il est membre du Front pour la défense de la démocratie et de la République. Le cerveau de l'espoir, c'est le titre de l'ouvrage publié par le professeur Cheikh Mbow. Un livre qui plaide pour un développement endogène fondé sur les savoirs africains destinés aux acteurs sociaux, aux décideurs politiques, mais également aux acteurs économiques. Ce livre lance un signal fort. La science doit partir de chez nous, en Afrique. Elisabeth Grastine et Nogaïdjan. Le livre est né d'une réflexion sur la marginalisation des savoirs africains. Selon l'auteur, il est urgent de repenser la science à partir des perspectives africaines afin de construire un développement endogène. Le livre, c'est un livre de constat qui consiste à questionner un peu la raison pour laquelle la science africaine n'a pas pu permettre à l'Afrique de décoller. Pendant longtemps, on a vécu avec la promesse qu'on ne devait pas structurer notre science comme l'ont fait les pays développés et qu'il fallait importer des solutions et attendre que les gens réfléchissent à notre place. Et je suis en train de déconstruire un peu cette rhétorique qui est un atavisme ou un héritage colonial qui montre que la science normative structurée dans les grandes métropoles devrait être universelle. Et je pars de la profonde conviction qu'une science qui n'est pas domestiquée localement ne pouvait pas permettre de structurer une identité cognitive qui permet à nos communautés d'avoir les réponses appropriées. Cheikh Mbow souligne que l'ouvrage est ouvert et destiné au grand public. Vous avez parfaitement raison. On ne peut pas faire. En fait, le scientifique n'est qu'un maillon de la transformation sociale. Il est peut-être au début, il accompagne, il est à la fin. Mais à chaque niveau dans ces chaînes de valeur, on a d'autres acteurs. Les sociétés privées, les décideurs politiques, les communautés, les sociétés faîtières. Tous les utilisateurs qu'on appelle ici acteurs devraient être impactés par ce livre-là. Et donc, c'est un travail qui parle de science, mais l'implication pratique de ce travail touche tous les segments de la société. Et c'est une invite que nous faisons à ce que ce livre-là puisse servir un peu d'orientation stratégique pour aider un peu l'ensemble de notre nation, la communauté, à initier ce débat, parce que le livre n'a pas traité de tous les sujets. Il y a plein d'autres sujets qu'il faut aborder et qui pourront continuer les réflexions amorcées dans ce livre pour que les acteurs puissent retrouver à travers ce livre les bénéfices de faire de la science disons, le levier de la transformation et du développement de notre pays. Les cerveaux de l'espoir est une invitation à croire en nos propres ressources cognitives et à bâtir un avenir scientifique africain par et pour nous-mêmes. Elisabeth Grastine, le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026 a procédé
donc à l'installation des membres du jury du concours de la musique officielle des JOJ. La cérémonie d'installation des membres composée d'acteurs culturels mais également de journalistes a été présidée par le directeur de la culture, représentant du ministre de la Culture et des membres du comité d'organisation. Sur les 90 propositions reçues, le jury va étudier seulement 12 retenues par le comité technique. Tidiane Si Moussadia. Artistes, chanteurs, animateurs, paroliers, journalistes, culturels, tous regroupés par le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, autour d'une table pour choisir la musique des JOJ. Après un travail en amont fait par le comité technique, le jury est chargé de proposer la musique officielle qui sera retenue. Du pays, des artistes issus de toutes les régions du pays, 90 productions, en tout cas de propositions de chansons ont été faites. Il fallait donc laisser un comité technique de faire la présélection. Et aujourd'hui, parmi ces 90, c'est 12 chansons, enfin propositions en tout cas, qui vont être présentées au jury, qui va permettre de procéder à la sélection des 3 meilleurs qui seront poursuivis. La musique doit refléter ce qui va faire vibrer le cœur des jeux, ce qui va vibrer le cœur des spectateurs. À l'occasion de la cérémonie d'ouverture, à l'occasion des différentes compétitions sportives, dans la rue, partout, le monde entier, l'Afrique entière, le Sénégal entier devra vibrer au rythme de cette musique pendant les Jeux. Venu représenter le ministre de la Culture, par ailleurs président du jury, le directeur général de la Culture, Abdou Simani Diatta, affirme que le choix de la musique officielle se fera sur des critères spécifiques. Parce que le Sénégal regorge de talents extraordinaires, le choix ne va pas être facile, hormis donc la composition technique, donc qui normalement une belle musique qui se veut d'être écoutée doit respecter une courbe de veillée. Une belle composition avec un temps d'accrochage, un temps d'ambiance et un retour au calme. Parce que c'est aussi l'identité du Sénégal qui se vend, c'est la face du Sénégal qui se vend. Donc là, ce serait l'aspect contenu aussi. Tout va être mis en place aujourd'hui. Membre du jury, le leader du groupe Super Diamono, Omar Penn, se réjouit que les musiciens soient associés à cet événement. En fait, déjà, je suis très honoré de faire partie de ce jury. Qui doit en fait choisir la chanson qui fera office d'hymne des JOJ. Donc ce ne sera pas facile, mais on va faire de notre mieux pour éventuellement essayer de choisir la meilleure chanson possible pour présenter ça au public. Après avoir lancé le concours de la musique des JOJ en septembre 2025, la musique officielle sera dévoilée le 21 juin 2026. Cher Tidiane, il est plus communiqué donc, de la direction centrale de la police nationale relative à la saisie de 134,4 kg de chanvre indien par la BRS de Mbour au village de Ndjoukou-Fessé. Retenir que la brigade régionale des stupéfiants de Thiès rattachée à l'ORCTIS a démantelé un point de stockage de drogue et a interpellé 3 individus. Cette saisie fait suite à l'exploitation de renseignements opérationnels signalant le débarquement d'une importante cargaison de chanvre indien destinée à approvisionner le secteur de Tchadjaï après avoir constaté que la marchandise avait déjà été déplacée du point de débarquement initial. Les enquêteurs ont entrepris un travail de pistage minutieux en suivant aussi les traces de pneus d'une charrette suspecte sur plusieurs kilomètres. Les agents ont été conduits jusqu'à un enclos situé dans le village de Ndjouk-Fissel. Sur place, ils ont surpris 3 individus, les 2 convois identifiés au débarcadère et un complice qui les attendait. La fouille approfondie de l'enclos a permis de découvrir 5 colis de chanvre indien, dont poids total de 134,4 kg de drogue. La drogue était soigneusement dissimulée sous un amas de fourrage. Et puis de mine pour échapper à la vigilance policière. Les 3 mises en cause ont été placées en garde à vue. L'enquête se poursuit pour identifier les auteurs ou les autres ramifications de ce réseau de trafic. La police rappelle qu'elle reste mobilisée pour protéger les citoyens. Invite d'ailleurs la population à contacter gratuitement ces services. Un communiqué signé par la division de la communication des relations publiques de la police nationale. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.